Il existe un moment que connaissent tous ceux qui ont un jour essayé de manifester leurs rêves. Il survient à 3 heures du matin, quand vous fixez votre téléphone, faisant défiler frénétiquement une énième technique de manifestation, et vous demandant pourquoi rien ne fonctionne malgré des mois de tableaux de vision, d'affirmation et de visualisation. Votre journal est rempli d'objectifs, votre miroir couvert de post-it proclamant votre valeur. Pourtant, votre compte en banque raconte la même histoire. Votre situation amoureuse reste inchangée, et ce travail de rêve semble plus insaisissable que jamais. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la manifestation n'était pas seulement faux, mais carrément contre-productif? Et si, au moment même où vous avez décidé que vous deviez manifester quelque chose, vous aviez involontairement annoncé à l'univers que vous ne l'aviez pas déjà? Et si vos tentatives désespérées pour vibrer l'abondance diffusaient en réalité votre croyance la plus profonde dans le lait? À rareté, et surtout, vous allez apprendre pourquoi, parfois, l'acte le plus révolutionnaire consiste à arrêter d'essayer tout simplement. Ce soir, nous plongerons au cœur des rouages psychologiques de la manifestation. Pourquoi Carl Jung nous a averti que ce à quoi nous résistons persiste, et comment l'ancienne pratique de l'abandon pourrait être l'acte le plus révolutionnaire dans un monde obsédé par la hustle culture. Nous dévoilerons les messages cachés que votre inconscient diffuse chaque seconde, comprendrons pourquoi le vide créatif nous terrifie autant, et verrons comment embrasser votre ombre pourrait être la clé qui ouvre tout ce que vous avez toujours voulu. Ceci n'est pas un tutoriel de manifestation feel-good. Il s'agit de comprendre la différence profonde entre forcer l'alignement et le permettre, entre courir après les rêves et devenir la personne qui les attire naturellement. À la fin de notre voyage, vous saurez pourquoi, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne strictement rien faire. Le monde moderne nous a vendu un mensonge dangereux, emballé dans des citations motivantes et des histoires de réussite. On nous a dit que si l'on désirait quelque chose assez fort, travaillait assez dur, visualisait assez clairement, on pouvait obliger l'univers à plier à notre volonté. Mais ce qu'on ne vous dit pas dans ces livres de développement personnel au papier glacé, c'est que le désespoir a sa propre fréquence et que l'univers répond à l'énergie, pas à l'effort. Pensez à la dernière fois où vous vouliez vraiment quelque chose, un emploi, une relation, la sécurité financière. Souvenez-vous de ce que cela faisait dans votre corps, cette contraction dans la poitrine, ce souffle devenu court, cette énergie nerveuse qui vous faisait vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Ce n'était pas de l'excitation. C'était la peur qui se diffusait jusque dans vos cellules. Carl Jung avait compris quelque chose que la plupart des gens ratent complètement. Il observait que l'inconscient dirige nos vies jusqu'à ce que nous le rendions conscient. Chaque fois que vous courez après quelque chose d'externe pour combler un vide interne, vous dites essentiellement à l'univers « Je suis incomplet ». Il me manque quelque chose. J'ai besoin de ceci pour être entier. Et l'univers, parfait miroir, reflète exactement cette énergie à travers des circonstances qui confirment vos croyances les plus profondes sur vous-même. La personne riche ne court pas après l'argent, parce qu'elle se sent déjà abondante. La personne dans une relation aimante ne recherche pas désespérément l'amour, parce qu'elle a appris à s'aimer d'abord. L'individu confiant ne court pas après la validation, parce que sa valeur vient de l'intérieur. Ce n'est ni de la pensée positive, ni un fantasme. C'est la différence fondamentale entre être quelqu'un qui a besoin et être quelqu'un qui est. Mais pourquoi courons-nous au départ? La réponse est enfouie dans nos premières expériences. Ces moments où nous avons appris que l'amour pouvait être conditionnel, que la sécurité n'était pas garantie, que nous n'étions peut-être pas suffisants tels que nous étions. Un enfant qui se sent abandonné apprend à courir après la connexion. Une personne qui a connu la rareté développe une faim insatiable de sécurité. Quelqu'un qui s'est senti invisible devient accro à la réussite et à la reconnaissance. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des stratégies de survie qui nous ont autrefois protégés mais nous maintiennent désormais prisonniers des cycles de vouloir et de ne pas avoir. L'inconscient ne fait pas la différence entre passé et présent. Il continue simplement d'exécuter les mêmes programmes, créant les mêmes schémas, attirant les mêmes situations qui confirment ce qu'il croit vrai de la réalité. C'est pourquoi la seule volonté ne suffit jamais à un changement durable. Vous ne pouvez pas écraser l'inconscient à coups d'efforts conscients.
Vous ne pouvez pas penser positivement pour sortir de croyances profondément ancrées d'indignité ou de rareté. L'inconscient gagne toujours parce qu'il tient les rênes depuis les coulisses, émettant des signaux dont votre esprit conscient n'a même pas conscience. Votre inconscient est comme une station de radio qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La plupart des gens ignorent totalement ce que diffuse leur station. Mais tout leur entourage capte le signal très clairement. Vos relations, votre compte en banque, votre carrière, votre santé. Tous se branchent sur votre diffusion inconsciente et y répondent. Carl Jung, le psychiatre pionnier qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, a étudié ce phénomène pendant des décennies. Il a découvert que tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirige notre vie et nous appelons cela le destin. Jung observait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. Notre réalité extérieure devient le miroir parfait de notre paysage intérieur, reflétant chaque croyance, peur et hypothèse cachée que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Cette lucidité explique pourquoi les affirmations échouent souvent spectaculairement. Vous pouvez être devant votre miroir en disant « Je mérite l'amour », tandis que votre inconscient diffuse « Je suis terrifié à l'idée d'être abandonné à nouveau ». Vous pouvez visualiser l'abondance alors que votre système nerveux est coincé en mode survie, à traquer les menaces et à thésauriser les ressources. L'univers ne répond ni à vos mots, ni à vos visualisations. Il répond à votre fréquence énergétique sous-jacente, ce que Jung appelait votre réalité psychique. Jung comprenait que la psyché fonctionne comme un immense iceberg. La conscience n'en représente que la petite pointe visible hors de l'eau. Sous la surface se trouve un vaste royaume de contenus inconscients, qui façonnent nos perceptions, décisions et expériences de vie de manière que nous reconnaissons rarement. Il a longuement écrit sur la façon dont ce matériel inconscient ne se contente pas d'influencer notre monde intérieur. Il crée activement notre réalité extérieure à travers ce qu'il a appelé la synchronicité, des coïncidences porteuses de sens qui révèlent les liens cachés entre notre état interne et les événements externes. La vie ne vous met pas à l'épreuve. La vie vous reflète. Chaque circonstance extérieure renvoie votre état intérieur, vos croyances, vos attentes, vos peurs et vos présupposés sur le fonctionnement du monde. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il affirmait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Le monde devient un écran de projection pour notre contenu inconscient, nous montrant exactement ce qui a besoin d'attention, de guérison et d'intégration. Votre corps connaît la vérité même lorsque votre esprit tente de mentir. Observez ce qui se passe quand vous pensez à votre désir le plus profond. Votre poitrine s'ouvre-t-elle d'enthousiasme ou se contracte-t-elle de peur? Ressentez-vous de l'expansion ou de la constriction? Votre respiration s'approfondit-elle ou devient-elle superficielle? Ces réponses physiques sont la manière dont votre inconscient vous montre ce qu'il croit vraiment quant à votre mérite de recevoir ce que vous voulez. Jung constatait que le corps détient une sagesse que l'esprit rationnel ignore souvent. Il observait que les symptômes névrotiques, l'anxiété, la tension, l'inconfort physique que nous ressentons autour de nos désirs, sont en fait la tentative de la psyché de communiquer des informations importantes sur des conflits non résolus et des aspects non intégrés de notre personnalité. La contraction dans votre poitrine quand vous pensez à l'amour peut révéler une croyance inconsciente selon laquelle vous n'êtes pas aimable. L'anxiété qui surgit lorsque vous visualisez la réussite peut exposer une peur cachée de ne pas mériter les bonnes choses. La raideur de vos épaules quand vous imaginez l'abondance peut être la façon qu'a votre système nerveux de dire « ce n'est pas sûr pour quelqu'un comme moi ». Au lieu de lutter contre l'inconfort ou de tenter de le rationaliser, et si vous deveniez curieux? Et si vous écoutiez ce que votre corps essaie de vous dire sur les histoires que vous portez? Il tente de poser de nouveaux désirs sur d'anciennes blessures, de nouveaux objectifs sur des traumas non guéris, de nouvelles affirmations sur des croyances profondément ancrées concernant leurs limites. C'est comme vouloir planter un jardin dans une terre empoisonnée. Peu importe la beauté des graines, rien de sain ne poussera tant que le sol n'aura pas été assaini. Jung saisissait profondément ce principe. Il reconnaissait que la vraie transformation exige ce qu'il appelait « tenir l'attention des opposés ». Être capable de reconnaître à la fois nos désirs et nos peurs,
notre potentiel et nos limites, nos intentions conscientes et nos résistances inconscientes. Ce n'est que lorsque nous pouvons accueillir ces contradictions avec compassion que nous créons les conditions d'un changement authentique. Le remède ne réside pas dans le faire, mais dans l'être. Il s'agit de ralentir suffisamment pour entendre les chuchotements de votre inconscient, sentir les tremblements dans votre système nerveux, reconnaître les peurs qui mènent votre vie depuis les ombres. La présence est la clé qui ouvre la conscience, et la conscience transforme tout. Comme Jung l'a si bien dit, votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Voici où commence la véritable révolution. Et cela va remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur la réalisation de vos objectifs. Le véritable détachement ne consiste pas à abandonner vos rêves, mais à abandonner votre besoin désespéré qu'il se réalise pour que vous alliez bien. C'est le passage profond de « j'ai besoin de ceci pour être heureux » à « je veux ceci et je suis déjà entier ». Le besoin repousse, la plénitude attire. L'univers répond à la confiance, pas au désespoir. Il reflète l'amour de soi, pas l'auto-abandon. Lorsque vous pouvez sincèrement dire « même si cela n'arrive jamais, je suis quand même complet », vous venez de passer sur la fréquence où les miracles deviennent naturels. Mais soyons honnêtes, le détachement n'est pas un concept mental qu'on décide d'adopter. C'est une expérience corporelle, un état du système nerveux, une façon d'être qui se cultive avec le temps. Le vrai détachement ressemble à une longue expiration après avoir retenu votre souffle pendant des années. C'est poser un sac à dos lourd dont vous ne saviez pas que vous le portiez. C'est rentrer chez soi, en soi. La personne véritablement détachée des résultats n'est ni indifférente ni apathique. Elle est profondément alignée sur ses désirs, tout en étant libre de l'histoire selon laquelle son bonheur dépend d'obtenir ce qu'elle veut. Elle veut l'emploi, mais n'en a pas besoin pour se sentir valable. Elle désire la relation, mais n'en a pas besoin pour se sentir aimable. Elle est enthousiaste à l'idée d'abondance, mais n'en a pas besoin pour se sentir en sécurité. Ce paradoxe rend le détachement si puissant et si mal compris. Beaucoup pensent que lâcher prise signifie ne plus s'en soucier, alors que cela signifie en réalité s'en soucier tellement qu'on est prêt à faire confiance au processus, plutôt qu'à tenter de le contrôler. Cela signifie aimer vos rêves au point de cesser de les étouffer par le désespoir. Lorsque vous lâchez vraiment prise, il se passe quelque chose de mystérieux. L'énergie jusque-là bloquée dans l'inquiétude, la planification et la contrainte se libèrent pour circuler naturellement. Des solutions apparaissent que vous n'auriez jamais pu élaborer. Des opportunités surgissent qui auraient été impossibles si vous agrippiez encore votre plan initial. Des personnes entrent dans votre vie pour vous aider de manière inimaginable. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est comprendre comment l'énergie fonctionne dans le champ quantique des possibilités infinies. Quand vous êtes contracté dans la peur et le contrôle, vous ne percevez et ne répondez qu'à un éventail limité d'options. Quand vous êtes détendu et ouvert, vous devenez disponible à des possibilités qui étaient toujours là, mais invisibles à votre concentration en tunnel. Après avoir vraiment lâché prise, après vous être réellement détaché des résultats, il se produit souvent quelque chose de déstabilisant. Rien. Extérieurement, votre vie peut sembler inchangée pendant un moment. Pas de transformation spectaculaire, pas de gain soudain. Aucun signe évident que votre changement intérieur ait provoqué une transformation externe. C'est ce que Jung appelait le vide créatif. Et c'est là que la plupart des gens paniquent et reprennent leurs anciens schémas de poursuite et de contrainte. Le vide semble être la mort pour l'ego, car l'ego assimile l'immobilité à l'échec, le silence à l'abandon et le vide à l'insuffisance. Mais ce qui se passe réellement pendant cette période apparemment inactive est la transformation la plus importante de tout votre voyage. Votre inconscient est littéralement en train de se recabler, de mettre à jour son système d'exploitation, de libérer les anciens programmes qui ne vous servent plus. Imaginez un ordinateur qui installe une mise à jour majeure. L'écran peut être noir, mais un travail essentiel s'effectue en coulisses. Votre système nerveux apprend à se sentir en sécurité sans vigilance constante. Vos croyances sur la valeur personnelle se réécrivent au niveau cellulaire. Votre capacité à recevoir s'élargit pour correspondre à l'ampleur de vos désirs. C'est pourquoi la période de vide est si cruciale et pourquoi la plupart se sabotent à ce stade.
Ils prennent le silence pour un abandon de l'univers, au lieu de le reconnaître comme la manière qu'a l'univers de leur laisser l'espace, de devenir la personne capable de gérer ce qu'ils ont demandé. Ils interprètent l'immobilité comme la preuve que rien ne fonctionne, au lieu de comprendre que tout fonctionne au niveau le plus profond. Le vide met votre foi à l'épreuve, comme rien d'autre. Il vous demande d'incarner les sentiments d'avoir déjà ce que vous voulez avant d'avoir la moindre preuve externe. Il vous met au défi de maintenir votre nouvelle identité, alors que les circonstances anciennes n'ont pas encore changé. Il exige que vous fassiez confiance au processus, au point de pouvoir vous reposer dans le non-savoir, plutôt que de chercher frénétiquement des signes et des synchronicités. Mais c'est ce qui rend cette phase si puissante. Lorsque vous pouvez réellement être avec le vide sans tenter de le remplir, vous faites s'effondrer le temps. Vous n'avez plus besoin que le monde extérieur rattrape votre transformation intérieure, parce que vous vivez déjà depuis le résultat final. Vous vous sentez déjà riche, déjà aimé, déjà libre, peu importe ce que votre compte en banque ou votre statut relationnel affiche encore. Cette incarnation transforme le vide d'une salle d'attente vide en un champ magnétique de possibilités. Vous n'espérez plus, n'attendez plus, ne souhaitez plus qu'il se passe quelque chose. Vous êtes le changement que vous voulez voir, et la réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de votre nouvelle fréquence. La chrysalide ne sait pas qu'elle devient papillon. Elle sait seulement que tout ce qui lui est familier se dissout, et que quelque chose d'inconnu émerge. Si vous pouvez rester présent à votre propre métamorphose au lieu d'essayer de la précipiter ou de la contrôler, vous découvrirez que le vide n'est pas vide du tout. Il est gros d'un potentiel infini, attendant que vous cessiez d'interférer pour donner naissance à la vie dont vous rêviez. Si cette compréhension plus profonde de la manifestation vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour d'autres contenus allant au-delà des techniques de surface pour explorer la véritable psychologie du changement durable. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces éclairages qui peuvent transformer non seulement votre façon de manifester, mais aussi votre relation à vous-même et à vos désirs les plus profonds. Maintenant, poursuivons et voyons comment transformer cette compréhension en changement concret. Chaque désir que vous avez jamais eu est en réalité une mission spirituelle déguisée. C'est la manière qu'a votre âme de vous orienter vers les parties de vous qui ont besoin d'attention, de guérison et d'intégration. Le désir d'abondance financière peut vous conduire à guérir votre rapport à la valeur. La soif d'amour romantique peut vous montrer où vous vous êtes abandonné. La faim de reconnaissance peut révéler votre besoin de voir et de valider vos propres dons. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage de toute une vie pour devenir entier en intégrant tous les aspects de soi, y compris ceux que l'on préférerait ne pas reconnaître. Ce n'est pas un travail confortable, car il exige d'affronter les ombres auxquelles vous fuyez, les émotions que vous évitez, et les histoires que vous vous racontez sur pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. La plupart abordent leurs désirs comme des articles sur une liste de courses, passant complètement à côté de l'invitation plus profonde à la découverte de soi et à la guérison. Ils veulent l'argent sans examiner leurs croyances sur la rareté. Ils veulent la relation sans regarder leur schéma d'auto-abandon. Ils veulent le succès sans explorer leur peur de visibilité et de responsabilité. Mais lorsqu'on comprend que chaque désir externe est une boussole interne, tout change. Vous cessez de manipuler les résultats et commencez à vous demander ce que vos désirs cherchent à vous enseigner. Vous voyez que l'univers ne retient pas votre bien. Il attend que vous deveniez quelqu'un capable de recevoir et de soutenir ce que vous demandez. C'est pourquoi l'intégration est tellement plus puissante que l'obsession. Lorsque vous êtes obsédé par un résultat, vous êtes fragmenté. Une part de vous le veut, tandis qu'une autre le craint. Une part croit le mériter, tandis qu'une autre insiste que non. Ce conflit interne crée de la friture dans votre champ énergétique, brouille vos signaux de manifestation et retarde vos résultats. L'intégration consiste à tenir vos désirs et vos peurs avec la même compassion. Cela implique de reconnaître que vous voulez la promotion et que vous avez peur de l'échec, d'admettre que vous aspirez à l'intimité et que vous craignez d'être blessé, d'assumer que vous désirez l'abondance et que vous vous sentez coupable de vouloir plus que les autres. Quand vous pouvez côtoyer toutes ces contradictions sans chercher à les réparer ou à les changer, il se produit quelque chose de magique. La guerre intérieure cesse.
L'énergie jusque-là bloquée dans le conflit se libère et devient disponible pour la création. Vous cessez d'être votre pire ennemi et devenez votre meilleur allié. C'est alors que la manifestation devient sans effort, car vous ne travaillez plus contre vous-même. Vos désirs conscients et vos croyances inconscientes sont enfin alignés. Votre cœur et votre tête sont dans la même équipe. Votre élan masculin et votre réceptivité féminine dansent ensemble plutôt que de se combattre. Depuis ce lieu d'intégration, vous attirez ce dont vous avez besoin plutôt que ce que vous croyez vouloir. Vous attirez des relations qui soutiennent votre croissance plutôt que de nourrir vos blessures. Vous créez une abondance qui se sent durable plutôt qu'angoissée. Vous réalisez un succès qui nourrit votre âme plutôt que de simplement satisfaire la faim de validation de l'ego. Deux voix se disputent votre attention à chaque instant. Et apprendre à les distinguer est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer. La première voix est urgente, exigeante, impatiente. Elle vérifie constamment les mises à jour, scrute les menaces, planifie l'avenir. C'est votre ego, et il fonctionne à partir de la croyance fondamentale que vous êtes séparé, vulnérable, et devez lutter pour tout obtenir. La deuxième voix est calme, patiente, sachant. Elle n'a pas besoin de crier parce qu'elle est sûre de sa sagesse. Elle comprend que vous êtes relié à quelque chose d'infiniment plus vaste que votre moi individuel, que le timing est parfait même quand on ne le ressent pas ainsi, et que tout ce dont vous avez besoin est déjà en route. Votre ego veut le contrôle, parce que le contrôle ressemble à la sécurité pour un esprit qui croit à la rareté et à la séparation. Il pense que s'il peut assez planifier, assez travailler, assez s'inquiéter, il peut garantir les résultats souhaités. Mais l'approche de l'ego vis-à-vis de la manifestation revient à essayer de diriger une rivière. Épuisant, futile et complètement inutile. Votre âme, en revanche, veut la paix, parce qu'elle sait que la paix est la forme la plus élevée d'intelligence. Elle comprend que, lorsque vous êtes vraiment en paix, vous êtes aligné sur le flux naturel de la vie. Vous ne luttez pas contre le courant. Vous descendez la rivière avec grâce et aisance. Le test décisif pour distinguer ces deux voies est étonnamment simple. La pression signale l'ego. La paix signale l'âme. Quand vous pensez à vos désirs depuis l'ego, vous ressentez l'urgence, l'anxiété, le besoin de faire arriver quelque chose tout de suite. Quand vous êtes connecté à la sagesse de votre âme, vous vous sentez calme, patient et confiant dans le timing divin. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous cessez d'agir. Cela signifie que vos actions partent d'un lieu d'alignement plutôt que de désespoir. Vous bougez quand vous sentez l'appel, vous reposez quand vous sentez l'appel, et vous faites confiance au fait que mouvement et repos sont des parties sacrées du processus créatif. L'ego consulte son téléphone compulsivement pour voir si sa manifestation fonctionne. L'âme plante des graines et fait confiance à leur floraison. Lorsque les conditions sont réunies, l'ego crée des vision boards et tente de forcer l'univers à livrer exactement ce qui est illustré. L'âme pose des intentions et reste ouverte à recevoir mieux encore que ce qu'elle avait imaginé. Apprendre à choisir l'âme plutôt que l'ego, instant après instant, respiration après respiration, décision après décision, vous transforme de quelqu'un qui court après les rêves en quelqu'un qui les attire naturellement. C'est la différence entre nager à contre-courant et flotter avec le courant, entre forcer les portes et franchir celles qui s'ouvrent sans effort. Lorsque vous choisissez régulièrement la paix plutôt que la pression, la confiance plutôt que le contrôle et la patience plutôt que l'urgence, vous devenez un aimant à miracle, car vous vibrez sur la même fréquence que la force créatrice de l'univers lui-même. Voici l'aspect que la plupart des enseignements sur la manifestation négligent. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens créent un succès temporaire qui s'écroule, ou attirent des relations qui rejouent leurs blessures les plus profondes. Vous ne pouvez pas manifester une abondance durable en rejetant votre colère. Vous ne pouvez pas créer un amour authentique en cachant votre honte. Vous ne pouvez pas bâtir un succès pérenne en fuyant votre peur de l'échec. Carl Jung savait que nous avons tous une ombre, les parties de nous que nous avons jugées inacceptables et tenté de bannir de notre conscience. Il ne s'agit pas nécessairement de parts maléfiques. Ce sont simplement des aspects de notre humanité qu'on a appris qu'il n'était pas sûr d'exprimer ou de ressentir. Peut-être avez-vous appris que la colère vous rendait indigne d'amour, alors vous l'avez enfouie.
Peut-être avez-vous découvert que la tristesse mettait les autres mal à l'aise, alors vous l'avez réprimée. Ou on vous a fait croire que vouloir trop faisait de vous quelqu'un de cupide. Alors vous avez minimisé vos désirs. Mais voici ce qui arrive quand vous tentez de manifester tout en rejetant des parts de vous-même. Vous créez depuis un état fragmenté, et l'énergie fragmentée produit des résultats fragmentés. Si vous courez après l'argent pour prouver que vous n'êtes pas l'enfant pauvre et effrayé que vous étiez, vous créerez une richesse empreinte d'anxiété et instable. Si vous cherchez l'amour pour éviter de sentir la solitude jamais traitée, vous attirerez des partenaires qui déclenchent vos blessures d'abandon. L'ombre ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Elle se cache et dirige le spectacle depuis l'arrière-scène, sabotant vos efforts de façon que votre esprit conscient ne comprend pas. Vous vous surprendrez à faire des choix qui ne correspondent pas à vos objectifs déclarés, à attirer des situations qui recréent vos blessures originelles, ou à obtenir ce que vous pensiez vouloir pour découvrir que cela n'apporte pas la satisfaction escomptée. Le travail de l'ombre ne vise pas à devenir parfait ou à transcender votre humanité. Il consiste à devenir entier en reconnaissant et en intégrant toutes vos parts avec compassion. Il s'agit de reconnaître que votre colère pourrait être votre puissance qui tente d'émerger, que votre tristesse pourrait être votre cœur qui s'ouvre à un amour plus profond, et que votre peur pourrait être votre sagesse cherchant à vous protéger. Quand vous pouvez dire honnêtement « Oui, j'ai de la colère et j'apprends à l'exprimer de façon constructive » ou « Oui, je ressens de la honte et je travaille à la guérir » ou « Oui, j'ai peur de l'échec et je le fais quand même », vous récupérez d'énormes quantités d'énergie jusque-là enfermées dans la résistance et l'auto-jugement. Cette intégration crée ce que Jung appelait le soi individué, une personne qui possède toute sa gamme d'expériences humaines sans être contrôlée par une seule émotion ou un seul aspect. Depuis ce lieu de complétude, vos manifestations deviennent l'expression authentique de qui vous êtes, plutôt que des tentatives désespérées de devenir quelqu'un d'autre, ou de prouver que vous n'êtes pas qui vous craignez d'être. Le travail de l'ombre n'a pas à être un processus sombre ou difficile, il peut être aussi simple que de devenir curieux des émotions que vous évitez, des traits que vous jugez chez les autres, ou des aspects de vous-même que vous avez le plus peur de montrer. Quand vous éclairez ces parts cachées avec bienveillance, plutôt qu'avec jugement, elles passent d'ennemis à alliés, d'obstacles à super-pouvoir. Votre ombre ne contient pas seulement vos blessures réprimées, mais aussi vos dons refoulés, les talents, les désirs et les aspects de puissance qu'on vous a appris qu'il n'était pas sûr de posséder. Souvent, les qualités que vous admirez le plus chez les autres sont le reflet de votre propre potentiel désavoué qui attend d'être revendiqué. La seule chose qui se dresse entre vous et tout ce que vous avez toujours voulu est le tiraillement interne entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous croyez inconsciemment mériter. Il ne s'agit pas de pensées positives, ni d'écraser les pensées négatives. Il s'agit de reconnaître que vous vous êtes fragmenté en parts qui veulent, et parts qui résistent, parts qui croient, et parts qui doutent, parts qui avancent, et parts qui retiennent. Ces contradictions internes créent ce que les physiciens appellent des figures d'interférence. Lorsque deux ondes se rencontrent et s'annulent, quand votre désir d'amour rencontre votre peur de la vulnérabilité, elles s'annulent. Quand votre vision du succès rencontre votre croyance que vous ne méritez pas les bonnes choses, elle crée une friture énergétique qui brouille vos signaux de manifestation. Vous devenez le bloqueur non par échec moral ou défaut de caractère, mais à cause des mécanismes de protection tout à fait compréhensibles que vous avez développés pour survivre à des expériences difficiles. Peut-être avez-vous appris que désirer trop menait à la déception. Alors vous vous habituez à renoncer à vos rêves avant d'y tenir. Peut-être avez-vous découvert que le succès rendait les autres jaloux ou menaçants. Alors vous sabotez inconsciemment vos efforts avant d'aller trop loin. Ou peut-être avez-vous absorbé le message que les bonnes choses ne durent pas. Alors vous vous préparez à la perte même dans les moments de joie. Ces stratégies vous ont autrefois servi, mais à présent elles créent exactement les expériences que vous essayez d'éviter. La peur de la déception crée des attentes déçues. La terreur de l'abandon attire des relations avec des personnes émotionnellement indisponibles. La croyance que vous ne méritez pas l'abondance crée des circonstances confirmant votre indignité. Se libérer de ces schémas ne consiste pas à se forcer à penser autrement.
Il s'agit de reconnaître avec compassion comment ces stratégies protectrices se sont développées, d'honorer les parts de vous qui les ont créées, et de mettre doucement à jour votre système interne, avec de nouvelles informations sur ce qui est désormais possible. C'est ici que l'acceptation de soi devient l'outil le plus pratique de votre trousse de manifestation. Pas le pseudo-amour de soi forcé qui contourne les vraies blessures, mais la véritable acceptation de vous en tant qu'être humain, faisant de votre mieux avec les informations et ressources disponibles. Lorsque vous pouvez embrasser toutes vos parts, celles qui veulent et celles qui résistent, celles qui croient et celles qui doutent, vous cessez la guerre intérieure. L'acceptation de soi réunit les fragments de votre psyché en un tout cohérent. Elle aligne votre fréquence sur votre intention, car il n'y a plus de contradictions internes, créant des interférences. Vous devenez un canal clair pour la manifestation, car vous ne bloquez plus votre propre flux par le jugement et la résistance. Depuis ce lieu d'intégration, les opportunités peuvent être reçues et maintenues, car vous ne détruisez plus inconsciemment ce que vous créez consciemment. Le succès se censure parce que vous êtes en paix avec votre valeur. L'amour devient possible parce que vous avez appris à vous aimer d'abord. L'abondance coule naturellement parce que vous avez guéri votre relation à la réception. Vous ne devenez pas parfait, vous devenez entier, et la plénitude est magnétique d'une façon que la perfection ne pourra jamais l'être, car la plénitude est réelle, authentique et accessible à quiconque est prêt à cesser de rejeter des parts de lui-même pour embrasser son humanité complète. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, il est temps de reconfigurer radicalement tout ce que vous pensiez savoir sur la manifestation. Il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles techniques pour obtenir ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de devenir meilleur en visualisation, ou en affirmation, ou en stratégie. Il s'agit de vous rappeler quelque chose que vous avez toujours su, mais peut-être oublié. Vous êtes déjà entier, déjà complet, déjà connecté au pouvoir créateur infini de l'univers. L'idée que vous devez manifester quoi que ce soit implique que vous êtes séparé de ce que vous désirez, qu'il existe un fossé entre qui vous êtes maintenant et qui vous devez devenir pour mériter vos rêves. Mais si ce fossé était une illusion, et si la personne que vous tentez de devenir en atteignant vos objectifs était en fait celle que vous êtes déjà sous toutes les histoires, stratégies et mécanismes de protection accumulés au fil des ans. Il ne s'agit pas de devenir digne d'amour, il s'agit d'éliminer les croyances qui vous ont convaincu que vous ne l'étiez pas tel que vous êtes. Il ne s'agit pas de gagner l'abondance, il s'agit de libérer la peur et la culpabilité qui vous ont fait croire que la rareté était votre état naturel. Chaque technique de guérison, chaque pratique d'abandon, chaque moment de travail de l'ombre ne fait qu'enlever les parasites de votre signal originel. Sous tous les conditionnements, programmations et schémas de protection, vibre la fréquence pure de votre âme, cette part de vous qui n'a jamais douté de sa valeur, jamais remise en question sa connexion à l'infini, jamais cru en la limitation autrement que comme une illusion temporaire. Lorsque vous accédez à cette fréquence originelle, la manifestation devient aussi naturelle que la respiration, parce que vous n'essayez plus de devenir quelqu'un d'autre ou d'aller ailleurs. Vous êtes simplement ce que vous avez toujours été, et laissez la réalité se réorganiser autour de votre présence authentique. C'est pourquoi le faire n'a jamais fonctionné, et pourquoi le défaire est si révolutionnaire. Chaque action menée depuis un lieu de manque, de peur ou de désespoir vous éloignait de vos désirs parce qu'elle renforçait l'histoire que vous n'avez pas déjà tout ce qu'il vous faut. Chaque moment de lâcher-prise et d'acceptation de soi vous rapproche de vos rêves, parce qu'il vous aligne sur la vérité de qui vous êtes. L'appel à l'action ici n'est pas de faire plus, mais d'être plus, de choisir la présence plutôt que la pression, la confiance plutôt que le contrôle, la patience plutôt que la panique, de déclarer de tout votre être « je lâche prise, je m'aligne, je reçois », non pas comme des mots à prononcer, mais comme une fréquence à incarner, une façon d'être à laquelle vous vous engagez, un retour à la maison que vous vous autorisez enfin. Ce message ne vous est pas destiné qu'à vous, dans un monde obsédé par la frénésie et l'effort acharné pour arracher les rêves à la réalité. Choisir l'abandon est un acte de rébellion. Vivre depuis la plénitude plutôt que depuis le besoin est un geste radical. Faire confiance au processus plutôt que de chercher à contrôler les résultats est une manière d'être révolutionnaire qui donne aux autres la permission d'en faire autant. Votre guérison se propage et touche tous ceux qui vous entourent.
Votre paix devient une invitation pour les autres à déposer leurs armes dans la guerre contre eux-mêmes. Votre succès authentique montre aux autres ce qui est possible quand on cesse de vouloir prouver sa valeur pour commencer à vivre à partir d'elle. Le chemin du retour à soi n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. C'est la différence entre passer sa vie à courir après les miracles et en devenir un. C'est le passage de « quand ma vie commencera-t-elle enfin ?» à la reconnaissance qu'elle a déjà commencé, ici, maintenant, dans cet instant où vous choisissez de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Bienvenue chez vous, en vous, bienvenue dans votre pouvoir, bienvenue dans la possibilité infinie qui attendait patiemment que vous arrêtiez de chercher partout ailleurs pour enfin regarder à l'intérieur. La personne que vous avez essayé de devenir à travers tous vos efforts de manifestation était là depuis le début, attendant simplement que vous vous arrêtiez, respiriez et souveniez. Voici votre invitation à entrer dans ce souvenir, à incarner cette vérité et à laisser votre vie devenir l'expression naturelle du potentiel créatif infini de votre âme. L'univers ne vous teste pas, ne vous fait pas passer des épreuves, ni ne vous force pas à prouver votre valeur. Il attend simplement que vous vous aligniez sur ce que vous avez toujours été, au-delà de tout le faire, l'effort et la tentative. Arrêtez d'essayer, commencez à être, cessez de courir. Commencez à devenir, abandonnez la contrainte, autorisez-vous. La vie dont vous rêvez n'est pas quelque part là-dehors, attendant que vous découvriez comment l'atteindre. Elle est ici, maintenant, dans cet instant, attendant que vous deveniez quelqu'un capable de la recevoir. Et vous l'êtes déjà.